d'abord peut-être faire une présentation rapide de ton parcours pour expliquer qui tu es. Donc, tu es une entrepreneuse 10. Hein, tu es une maman 10 également, maman d'un garçon dyslexique. Alors, je fais rentrer en même temps. Tu as eu un parcours de formation assez dense, hein, puisque tu as eu l'occasion de faire de nombreuses formations dans différents types d'établissements. Tu as fait un CAP graphisme à l'EPNAC, par exemple, hein, qui interviendra par la suite. Tu as fait des formations à l'AFPA. Tu as également, tu es en train de terminer une certification consultante handicap au CNAM, qui est en train de se finaliser, sauf erreur de ma part. Et donc, tu as pu être confronté à notre système de formation et tu as pu rencontrer d'ailleurs un certain nombre d'obstacles dans des défauts d'accessibilité. Et donc, c'est toute cette expérience-là qui t'a amené à créer donc ta propre structure qui s'appelle Level Up Tech Consulting et qui a une double vocation. La première, c'est celle d'accompagner les bénéficiaires 10 pour qu'ils utilisent mieux le numérique de manière à pouvoir mieux compenser leur situation de 10. Mais tu accompagnes également les professionnels et les organismes de formation pour mettre en place des pédagogies adaptées et des supports adaptés aux personnes 10, donc qu'elles soient dyslexiques, dysphasiques, dyscalculiques, dysorthographiques, bref, voilà. Et dyspraxiques, absolument. Donc, est-ce que tu peux peut-être, avant de nous expliquer concrètement quelles sont les conséquences des 10 en apprentissage, hein, comment ça se matérialise, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la genèse donc de Level Up Tech Consulting? Je te laisse la parole. Alors, je me présente, je suis Cindy Lermite, j'ai créé Level Up Tech Consulting et l'association. En fait, j'ai été diagnostiquée 10 à l'âge de 32 ans, c'est à travers mon fils. Qui lui a 12 ans, se fait diagnostiquer. Isaac a une dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, enfin le packaging comme je le dis souvent. Et en même temps, il a 139 de QI. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu vraiment un retard dans la prise en charge en tout cas. Suite à ça, il a été à l'école et il s'est retrouvé dans une école qui n'a pas été bienveillante avec lui. Et donc, il a subi de harcèlement scolaire et s'est retrouvé 4 mois déscolarisé avec une hospitalisation pendant plus d'1 mois. Ce qui a fait que moi, ça m'a permis de revoir ma vision de son accompagnement en tant que parent. Et parce qu'en règle générale, les parents disent toujours « allez, travaille plus, fais des efforts et tout ça », mais on ne prend pas conscience en tout cas de cette problématique. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de reprendre les études. En reprenant les études, je me suis dit que je voulais être référente handicap. Et le premier jour, quand je suis arrivée au CNAM, j'ai voulu faire demi-tour. Parce que l'obstacle était tellement fort que je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et en fin de compte, le numérique m'a beaucoup aidée. Et j'avais aussi des collègues de ma formation qui étaient bienveillantes et mes professeurs aussi. Donc, c'est comme ça que petit à petit, ça s'est créé. Et puis, à chaque fois, on me demandait des solutions, des accompagnements. Et comme je dis souvent, on m'appelle la geek. Ou puis maintenant, on m'appelle aussi Guy les bons tuyaux, en règle générale. Donc, voilà. Et puis, j'accompagne les gens qui sont en situation d'illettrisme et d'électronisme, parce que c'est aussi important. Et j'apporte des solutions, en tout cas dans le numérique. Voilà. Et donc, j'ai bien été confrontée aux problématiques du digital, enfin, les problématiques de formation, prise de notes et tout ça, mais on le reverra tout à l'heure. Mais voilà. En gros, c'est ça. Alors, précisément, donc quand tu as, à travers ton parcours de formation, comment se sont matérialisés ces obstacles que tu as rencontrés en formation et en apprentissage? Comment ça se matérialise concrètement? C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous, organismes de formation, quels sont les signes, quels sont les faisceaux d'indices que l'on doit repérer pour signaler une situation 10, une personne qui ne se serait pas en tout cas déclarée comme telle? Oui. Alors, en règle générale, nous, notre problème, c'est l'apprentissage. C'est vraiment notre problématique. On ne sait pas retenir la grammaticale, enfin la grammaire et l'orthographe. C'est vraiment une pénibilité pour nous. Même aussi quand on dit des mots, voilà. Donc, je vais des fois bloquer sur certains mots pour les dire.
parce qu'en fait, la langue française, c'est la plus compliquée et elle est très fantaisiste, comme je dis souvent, parce que les variations entre comment vous appelez ça déjà? Vous avez des verbes et des adverbes, je sais quoi. Enfin bref, ce truc-là. Et ça, nous, on n'y comprend pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais à la banque, moi, je me disais, quand je dis bonjour à plusieurs personnes, c'est avec un S. Et en fin de compte, ma manageuse m'a dit, il y a un problème. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit. Mais je ne le voyais pas. Je n'arrivais pas à le voir. Donc, elle a dû surligner pour que je voie réellement le S que je ne voyais pas. Et donc, j'ai compris qu'en fin de compte, tous les mots n'étaient pas obligatoirement avec un S. Voilà. Et donc, on a mis en place des compensations, mais je n'avais pas le droit aux compensations numériques. Donc, on avait mis un petit livret où on notait les phrases. Et en même temps, je devais faire des phrases très courtes. Donc, nous, les phrases longues, ça ne nous convient pas. Donc, des fois, on peut nous dire dans nos mails qu'on est très directive, mais ce n'est pas dans le but, c'est juste qu'on ne peut pas faire autrement de faire des longues phrases. Voilà. Et je me permets de t'interrompre juste pour préciser que lorsque tu étais donc dans la banque, dans ce domaine professionnel, tu avais affaire à un logiciel qui était sécurisé et de sorte qu'en fait, il était totalement impossible de pouvoir mettre des compensations. Et donc, il a fallu trouver des alternatives en créant donc un espèce de book avec des phrases toutes faites que tu pouvais réutiliser à bon escient. D'où l'importance. C'est parce que, en fait, l'espace sécurisé, on n'a pas de navigateur. Vous avez vraiment un logiciel à part. C'est comme un logiciel de comptabilité, par exemple. Vous prenez ça et en fin de compte, on peut pas l'adapter, tout simplement. D'où l'importance pour les organismes de formation de bien délivrer des supports, quels qu'ils soient, accessibles au plus grand nombre. Hein. Cindy, j'ouvre le slide suivant. Oui. Non, il y a le petit point d'interrogation. Voilà, c'est ça, pour qu'on puisse avec toi mieux identifier donc concrètement donc comment se traduisent ces difficultés-là. Donc, tu l'as évoqué déjà dans un premier temps, tu disais qu'à l'écrit, et bien souvent, il te manque des mots. Tu as parfois des tournures de phrases qui sont mal formulées, des coquilles, puisque tu m'as bien précisé que tu ne faisais pas de faute d'orthographe, mais que ce sont pour toi des coquilles. Et également, tu rencontres des difficultés à maîtriser la ponctuation, ce qui peut générer pour nous, effectivement, des difficultés de compréhension dans les productions de tes écrits et des écrits des personnes qui relèvent d'un trouble 10. Mais donc ça, c'est une manière pour nous de pouvoir mieux identifier une personne qui ne se serait pas déclarée 10, mais qui produirait des écrits avec donc ces coquilles, ces ponctuations qui ne sont pas au bon endroit, etc. Mais il n'y a pas que ça. On a la prise de notes, voilà. On a la prise de notes qui pour nous est difficile puisqu'en fin de compte, écouter par exemple un professeur et en même temps écrire, c'est une double tâche. Mais c'est une double tâche qui exécute une partie de notre cerveau qui est déficient en fait. Donc c'est sur cette partie-là qu'on a une faiblesse. Après, il y a l'organisation aussi. Alors l'organisation, on s'éparpille énormément. Ça, c'est une vraie problématique. On est très long à la parole, donc on met plus de temps à parler. Donc, il y a cette partie-là. Tu peux descendre un tout petit peu le… Oh. Voilà. Attends, je ne vois pas. Voilà. Le bruit aussi, c'est une vraie problématique. Mais il y a deux types de personnes. Par exemple, moi, je fais partie des gens qui peuvent écouter de la musique pendant que j'écris. C'est plus facile pour moi. Il y en a d'autres, il faut qu'ils soient dans une certaine bulle, sans bruit, sans rien. Donc ça, c'est vraiment une problématique en fonction de chacun. Même si on est 10, ça peut changer d'un 10 à un autre. Après, on a des problèmes d'attention, de concentration et de mémorisation. Donc, si vous m'apprenez une règle et que vous me dites, c'est logique, tu as appris cette règle-là et tu l'as retenue, non,
mon cerveau ne l'a pas retenu en fait. Donc, à chaque fois qu'on nous pose cette question, et c'est une vraie problématique pour nous, c'est comme un jugement qu'on le ressent, c'est qu'on n'arrive pas à l'automatiser, cette règle-là. Alors que quand vous faites de l'apprentissage pour les jeunes, par exemple, puisque c'est là où, entre le CP et puis jusqu'en 6e, en tout cas, ils acquirent leur langage et tout, bah, ils prennent cette automatisation. Mais nous, on ne va pas l'apprendre du tout. Voilà. Par exemple, le mot « besoin », ça ne rentre pas. Et je sais que le mot « besoin », je l'écris toujours mal. Mais il n'y a rien à faire. Dans tous Il n'y a les rien à cas, faire. tu l'écriras toujours à ta façon. C'est ça. Quand j'arrive à le faire une fois, je suis contente. Mais heureusement, il existe des solutions numériques, précisément, pour pouvoir aider les personnes qui présentent un trouble 10 pour justement réduire cette fatigabilité générée par tous ces problèmes d'attention, de concentration, de mémorisation. Et donc, tu vas pouvoir bien, concrètement nous expliquer comment on peut utiliser le numérique pour réduire cette fatigabilité, puisque, comme tu nous l'as décrit tout à l'heure dans ta présentation, tu es devenue une experte en la matière, puisque tu sais exploiter toutes les fonctionnalités des logiciels, des numériques, de manière à pouvoir donc apporter la bonne compensation aux personnes qui en ont besoin. Mmh. Alors, ce qu'il faut comprendre chez les 10, c'est que déjà, on a une vision qui est complètement différente. On va dire que les personnes ordinaires, en fait, elles ont une vision 2D et nous, on a une vision au niveau 3D. On a une vision spatiale. Après, la difficulté de l'apprentissage, en fait, c'est surtout sur le langage grammatical et orthographe. Une fois qu'on arrive dans notre domaine professionnel, eh ben, on va mettre des systèmes de compensation parce qu'on va utiliser souvent les mêmes mots. Mais en revanche, on va développer une capacité supérieure. En fait, voilà. Il faut vraiment qu'on aime ce qu'on fait, hein, comme je le dis. Je vais vous prendre le cas de mon fils. Mon fils devait apprendre la table des additions superposées. Impossible de lui faire obtenir. Donc, la prof, avec une très bonne bienveillance et tout ça, ne trouve pas de solution malgré qu'elle lui met du soutien et tout ça. Donc, le week-end, je le vois, il est complètement un peu désemparé. Et donc, ce que je fais, je me dis, bon, on va utiliser le jeu, puisqu'en fait, sur Google, j'ai vu que le jeu pouvait être aussi une forme d'enseignement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des feuilles par terre. Et en fait, on a joué à Donkey Kong. Je ne sais pas si vous connaissez Donkey Kong. En fait, c'est un gorille qui monte sur l'échelle. Et puis, son but, c'est de monter au maximum. Donc, lui, quand on remontait la dizaine, il n'arrivait pas à la garder. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on faisait la schématisation physique pour dire que la dizaine montait. Et quand le professeur il est revenu à l'école le lundi, il savait faire, en fait, son addition directement avec superposé. Donc, comme quoi qu'en fait, des fois, on peut utiliser le numérique et des fois, on peut ne pas utiliser le numérique, mais on va être plutôt dans une gestuelle. Et cette gestuelle permet, en tout cas, de garder cet automatisme. Et à l'époque, Isaac n'était pas encore reconnu dyscalculie, dyspraxique et tout ça. Tu peux faire le point d'information? Oui. Voilà. Donc, moi, le numérique, il m'a un peu sauvée. La première chose que j'ai fait, c'était au CNAM. Je suis arrivée avec une imprimante portable. Voilà. Donc, j'ai montré qu'on pouvait faire une accessibilité généralisée quand les collègues étaient absents, mais surtout pour la prise de notes, parce qu'à chaque fois, je dérangeais mes collègues et je leur disais il a dit quoi le prof? Il a dit quoi? Donc, c'était vraiment pénible pour mes collègues, je le comprenais bien. Donc, le scanner est de pouvoir partager les notes sur ceux qui voulaient bien, et après, je l'envoyais au mail à toute l'équipe. Donc, ce qui faisait qu'en fin de compte, on était sur une accessibilité généralisée. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que le numérique, en fait, il y avait beaucoup de possibilités et que la manière dont vous nous les présentez dans la logique des 10 ne me convenait pas. Et en plus, ça coûtait trop cher.
Donc, mes conseils, après, je les ai appliqués avec moi-même, avec mes bénéficiaires. Et donc, le travail en double écran, pour moi, c'est vraiment essentiel. Parce que si vous avez un PowerPoint à présenter et en même temps, vous devez écrire sur le même écran, ce n'est pas possible. Vous êtes en train de switcher d'une page à une page. Donc, voilà. Sinon, il faut avoir un grand ordinateur et que vous coupez votre ordinateur pour avoir une fenêtre navigateur là et une autre fenêtre navigateur là. Après, vous avez l'organisation. L'organisation, on propose souvent des cartes mentales. C'est intéressant, mais il y a des logiciels qui font la carte mentale, mais qui ne les transforment pas en document Word ou en PDF. Moi, pour mon examen RH, je l'ai mis en carte mentale, j'ai rempli les contenus et quand, par contre, j'avais mon examen, tout était mis en PDF directement et j'avais tous les textes que j'avais développés à l'intérieur. Après, au niveau des ordinateurs, je privilégie surtout les navigateurs. Moi, les logiciels, ce n'est pas pratique pour moi parce que l'accessibilité peut être en fonction du développeur, en fait. Même si les États-Unis, maintenant, on sait qu'il y a une obligation hyper importante. En tout cas, en France, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas encore assimilé sur chaque 10 en fonction du besoin qu'il a, puisqu'on a tous des variations. Donc, ce que je fais, je mets des extensions. Donc, c'est des surcouches et on les adapte en fonction de la personne. En fait, le but, quand je fais ça, c'est de l'accompagner, la personne, à utiliser les extensions et après, de pouvoir choisir celles qui lui conviennent et surtout en fonction de la problématique qu'elle va avoir. Si, par exemple, elle a besoin d'avoir un fond d'écran noir, elle peut avoir un fond d'écran noir. S'il faut personnaliser quelque chose avec une police adaptée, elle peut l'avoir. Voilà. Il y a la dictée vocale et le retour vocal. Ça, c'est vraiment génial. Sauf que la dictée vocale, si vous êtes en classe, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir le retour. Et ce que j'utilise, parce que des fois, souvent, on me dit oui, mais va sur Word et il y a une dictée vocale. Oui, mais moi, elle ne me convient pas et c'est très robotisé. Donc, je vais plutôt prendre la dictée vocale de mon ordinateur qui est plus performante et où en plus, je peux créer un raccourci qui me permet tout simplement de l'adapter à mes besoins. Ça veut dire que si vous préférez avoir un raccourci à gauche ou à droite, vous pouvez l'avoir. Imaginez-vous que vous avez un plâtre, et vous l'utilisez de l'autre main. Donc, privilégiez aussi les raccourcis. Ça, c'est vraiment une base à connaître par cœur. Il y a des entreprises, par exemple, qui ne donnent pas de souris pour que les raccourcis, en tout cas, on les utilise. Et ça permet d'avoir une facilité et les personnaliser aussi. Dans le navigateur, on utilise, pour utiliser la prise de notes, on utilise aussi la tablette qui permet d'avoir un côté manuscrit. Voilà, je ne donnerai pas le nom de type de tablette, mais vous avez compris. Après, vous avez aussi le bambou. C'est un bloc-notes digital. Et en fin de compte, vous pouvez écrire avec un crayon. Et en fait, ça renvoie le document que vous avez enregistré sur votre ordinateur directement. Donc, voilà. Après, vous avez aussi Alfred et Spootlight. Quand moi, je cherche une information, quand vous allez chercher dans votre dossier, des fois, c'est problématique. Donc, moi, pour ne pas me fatiguer, j'ai mon Spotlight ou mon Alfred. Et donc, je tape ce que je cherche et automatiquement, il me trouve soit le navigateur, le titre que j'ai besoin, mais aussi le dossier ou, par exemple, l'application. Donc, on a vraiment plusieurs propositions et c'est à nous de cliquer après par la suite. C'est vraiment un gain de temps. Voilà. Après, l'impact des coûts. Vérifiez déjà que le matériel soit robuste. Ça, c'est hyper important. On ne va pas racheter du matériel tous les ans. J'ai une bénéficiaire, à chaque fois, elle a un problème d'ordinateur. Donc, j'ai dû lui expliquer que l'ordinateur, c'est sa béquille, qu'il faut qu'elle fasse attention et qu'elle tienne correctement. Mais bon, c'est des jeunes, des fois, voilà. Le coût financier des logiciels aussi. Il faut faire attention quand vous prenez une version, de voir si cette version, elle doit être changée chaque année. Si elle doit être changée chaque année, vous payez encore un surplus. Donc, c'est un coût financier pour un parent, par exemple, ou pour un jeune adulte. Donc, il y a cette partie-là. Et ce que je dis souvent, quand les jeunes font des formations courtes, vous faites des formations courtes de 3 mois, 6 mois, moins d'1 an en tout cas, pour
pourquoi prendre l'utilité de prendre un abonnement pendant 1 an, alors qu'en fin de compte, vous pouvez prendre un abonnement mensuel? Donc, privilégiez plutôt l'abonnement mensuel. En plus, ça permet aussi de tester l'application et si le jeune assimile réellement cet outil. La particularité aussi, c'est que ça permet aussi de tester le logiciel. Parce qu'en fait, moi, j'ai des jeunes, on leur donne Dragon, ils ne les utilisent pas. Ça ne leur sert pas. Ils n'arrivent pas à l'assimiler du tout. Et la manière dont il est présenté en plus, on vient de dire, bon, c'est un logiciel adapté aux 10. Déjà, si vous dites ça à un jeune, non. Il faut vraiment être sur des logiciels non stigmatisants pour que ça soit un peu plus ouvert. Par exemple, vous passez Antidote, vous dites que c'est les rédacteurs en web qui font, les blogueurs, tout le monde l'utilise. Donc, on est vraiment sur une accessibilité généralisée, une problématique pour tous. Voilà. On peut utiliser aussi son téléphone. C'est le cas, par exemple, d'un jeune. On était sur Canva et son professeur me dit il est en situation d'illettrisme et me dit oui, on a l'ordinateur et puis voilà, il peut dicter et tout ça. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de micro. Pas de micro, pas de casque. Donc, je lui dis non, il n'y a pas de logique là. Donc, j'ai dit c'est pas grave, je vais prendre l'application, je vais la mettre sur mon téléphone et là, j'ai mis une dictée vocale. Après, c'est vrai que le jeune préférait le retour vocal parce que ça lui permettait en tout cas d'apprendre à écrire. En règle générale, les 10 aiment bien avoir le retour vocal plutôt que la dictée vocale parce qu'on a envie d'essayer. En fait, on aime bien nous dépasser. Donc, c'est une forme de résilience. Après, on a aussi les micro-pauses. Il est important que quand vous faites 2 heures, moi j'ai une jeune, elle ne peut pas faire plus de 2 heures. Même ne serait-ce pour faire un podcast, je ne peux pas la faire tenir pendant plus d'1 heure et demie. Donc, toujours, mes formations sont 2 heures maximum. Ils ont une pause et après, on refait une assimilation pour voir s'ils ont bien assimilé les choses. Une chose qui est importante, quand vous avez un prof en formation, proposez à revoir pour chacun, pas que pour lui, parce que sinon, ça crée des avantages et des problématiques. Vous allez voir tous les élèves et vous leur dites, voilà, mon bureau est ouvert, on peut discuter pendant 15 minutes, voir qu'est-ce que tu n'as pas compris sur le cours. Chacun a ce petit besoin-là. Et ce sera en tout cas une accessibilité aussi généralisée et un bien-être. Préconiser l'isolement, donc comme je vous avais dit, avec les casques sans bruit ou créer une bulle avec de la musique. Donc, on a cette partie-là. Voilà. Et on arrive au terme de tes recommandations, en tout cas. Voilà. Donc, oui. ce qu'on peut retenir donc de ton intervention, en tout cas sur les solutions qu'offre le numérique, c'est que pour réduire la fatigabilité des personnes 10, on peut utiliser le numérique à la fois pour mieux organiser son environnement de travail et les tâches à réaliser dans le quotidien. On peut utiliser des logiciels adaptés en fonction des besoins de chacun. Tu ne nous as pas montré le matériel que tu utilises, mais il y a aussi une dimension matérielle qui est très importante. Mon premier matériel, c'était ça en fait. Alors, voilà un scanner. Je vais enlever le partage. OK. Alors, c'est-à-dire qu'il faut être bien équipé quand on est 10. Voilà. Donc, voilà le premier scanner portable et je l'ai payé que 50 €. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Et choisir le bon vendeur, on va dire comme ça. Bon, c'est une très, très grosse enseigne américaine, mais ça nous permet de tester aussi le produit pendant 30 jours et le renvoyer si ça ne va pas. Donc, voilà, c'était mon premier outil. Après, j'ai utilisé la tablette, le bambou. J'ai des hubs aussi, parce que les connectiques, c'est vraiment une problématique. Une fois, il y a même un prof dans le métro qui a dit qu'il ne pouvait pas faire son cours correctement. Et en fait, je lui ai dit, mais il faut prendre un hub. Pourquoi vous ne prenez pas un hub avec toutes les entrées, quoi? Est-ce que tu peux nous montrer tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? 2 secondes. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ah, attends, 2 secondes. Parce que tout est connecté dessus. En fait, c'est un hub. Attends, je vais le mettre sur la caméra. Voilà, comme ça. Ça, c'est un hub. Et en fait, tu as toutes les entrées, que ça soit la carte SD, que ça soit l'USB, le VGA,
Et après, la connectique RGI 45. Voilà. J'espère qu'en tout cas, c'est tous les connectiques. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, quand on est 10, il faut savoir utiliser le numérique, il faut avoir du bon matériel pour pouvoir avoir une connectique adaptée et l'utiliser dans toutes les situations et profiter également d'un environnement favorable, bienveillant qui permette aussi de s'isoler et de se concentrer voilà, dans les meilleures conditions. Tout à fait. Donc ça, donc là, tu nous as montré un petit peu donc les solutions pour toi, qui ne sont pas forcément les mêmes solutions pour l'ensemble des personnes dyslexiques ou dysgraphiques ou dyscalculiques. Mais donc, justement, l'expertise que tu as de tout cet environnement numérique, eh bien, tu le mets au service de bénéficiaires qui ont besoin de ton aide pour mieux identifier toutes les possibilités qui existent et adapter aux problématiques des bénéficiaires. Et donc, tu voulais nous partager la vidéo de Dalo pour nous montrer concrètement quelle est ton offre de service en direction des bénéficiaires. Donc, je vais vous expliquer. En fait, Dalo, elle est dysorthographique dyscalculie. En fait, elle a aussi le packaging, sauf la dyspraxie, mais elle a des difficultés. Préparer son mémoire, c'était son objectif. Problématique d'organisation, fatigabilité aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour organiser son travail, on est parti sur Notion. Notion est très utilisé pour les entrepreneurs, les étudiants. Donc, c'est des bases de données qu'on peut développer et agrémenter comme on veut. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en même temps des surcouches d'extension qui n'étaient pas faites à l'origine pour les personnes en situation de handicap ou de dys. Comme je dis souvent, on détourne les logiciels, on hack pas, mais en tout cas, on détourne sur leurs fonctions, comme aussi les jeunes qui ne sont pas en situation de handicap, qui détournent l'accessibilité pour gagner du temps. Donc, ça va chacun fait dans les sens. Donc là, elle met des extensions. On a pu changer donc la couleur, la police. On a mis aussi une extension pour les 10, donc avec la barre qui permet de visualiser l'image qu'on veut, en tout cas la partie qu'on veut. Elle peut mettre aussi une police open dyslexique, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime la police dyslexique. Et quand on a 18 ans ou 20 ans, on n'a pas envie d'utiliser la police 10. Donc, on a d'autres types de polices et vous pouvez aller les télécharger sur Dafont puisque chaque personne a un besoin particulier de police. Voilà. Moi, c'est Ralloway que j'aime bien, par exemple, que j'utilise énormément, ou Comic On. Voilà. Mais il y en a encore plusieurs. Hein. Et ça permet aussi de réduire la fatigabilité. Voilà. Et donc, elle met des extensions, elle change les barres, elle change les couleurs. Et pourtant, tout ça, c'est des outils qui ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors, j'enlève le partage. Et elle a eu son mémoire avec 15 en écrit. Donc, ça a été vraiment, on était très fiers de cet accompagnement et ça a été réussi. Et 17 en soutenance. Et on avait mis, il faut penser que le numérique ne va pas remplacer l'aide humaine, mais il va être complémentaire. Donc, on lui a mis un accompagnement RH pour préparer son mémoire, avoir comme si elle avait un tuteur de mémoire. Et moi, je suis venue pour faire le numérique, mais aussi l'emmener dans des lieux. Donc, on allait dans les bibliothèques pour vraiment voir comment elle utilise le numérique et comment elle peut être dans un environnement différent, dans la bibliothèque, dans un café. Vraiment, on a fait vraiment toutes les solutions et en même temps, on a travaillé ça chaque fois. Et elle était en hybride aussi. Alors Cindy, je vais devoir t'interrompre puisque oui, c'est bon. On s'était donné ça comme deal et tu m'as dit d'ailleurs que quand on est 10, on a tendance à vouloir tout dire. Et donc, je vais devoir quand même t'interrompre pour laisser la place aux autres intervenants. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte quand on accueille des personnes 10 en formation ou en apprentissage. Voilà. En tout cas, donc cette vidéo, c'était surtout pour montrer aux organismes de formation qui sont présents dans la salle le type de service, d'offre de service que tu proposes donc aux bénéficiaires
hein, pour mieux comprendre les fonctionnalités du numérique et les adapter à chacun, mais tu interviens également donc, auprès des professionnels et notamment des formateurs pour les aider à mettre en place donc, des pédagogies adaptées et des supports adaptés aux personnes 10. Voilà, donc je te remercie de ton intervention et on donnera bien sûr le support avec tous tes contacts. Hein. Et je vais laisser maintenant la place donc, à l'EPNAC. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir, alors je retrouve ma petite note, donc Elsa Hervaux et Jonathan Joly. Vous êtes tous les deux neuropsychologues à l'ESRP de Soisy-sur-Seine. Donc, l'ESRP, vous allez prendre un temps hein, pour nous expliquer ce que c'est qu'un établissement et service de réadaptation professionnelle, donc qui dépend du secteur médico-social. Et vous allez nous présenter donc 2 dispositifs donc complémentaire à celui que vient de nous présenter Cindy sur le numérique. Vous allez plutôt nous présenter 2 dispositifs qui s'appuient sur un accompagnement paramédical. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez un support? Oui, je vais tenter de le partager, le support. D'accord. C'est parfait. Vous voyez notre support? Très bien. Allez, je le présente succincte. Vous m'entendez bien tous? Très bien également. Super. Du coup, je vais vous présenter très succinctement ce qui est un ESRP et puis Jonathan enchaînera avec le dispositif Odyssée et je reprendrai la main sur le dispositif Hors les murs. Un ESRP, c'est un établissement et service de réadaptation professionnelle. En soi, c'est l'équivalent d'un lycée ou d'une école comme le CNAM, même si ce n'est pas tout à fait une école. En gros, c'est un centre de formation pour adultes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés et on ne peut y accéder que par une orientation MDPH. On ne peut pas, en tout cas pas tous les ESRP peuvent accueillir du tout venant. Et du coup, dans ces structures de formation, chaque structure a sa spécialité ou ses spécialités de formation, des formations qualifiantes avec des bacs, des BTS. Certains ESRP proposent aussi des CAP. Des formations professionnalisantes comme les titres professionnels de tout type, hein, comme on pourrait retrouver dans n'importe quel centre de formation avec des spécialités, comme je vous disais, propres à chaque ESRP. Et sur Soisy, nous avons aussi des formations pré-professionnalisantes comme le dispositif Odyssée ou la prépa jeune. Et nous avons une formation préparatoire de 6 mois qui permet aux adultes en situation de handicap de se remettre dans le bain des études avant de rentrer dans une formation au sein d'un ESRP ou une formation qu'on appelle de droit commun. Voilà, je ne m'étale pas plus sur ce qu'est un ESRP. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez Google qui vous aidera à mieux comprendre si ce n'était pas assez clair. Mais il faut savoir qu'il y a des ESRP partout en France, de différents groupes. Nous sommes le groupe EPNAC, mais il y a aussi l'ADAPT, l'UGCAM, qui proposent des formations diverses. Voilà, maintenant on va vous présenter spécifiquement ce qu'est une formation pré-professionnalisante comme celle d'Odyssée, qui est exclusivement de Soisy-sur-Seine et de l'ESRP de Lyon. Donc, je vais enchaîner sur la présentation du dispositif Odyssée. Donc, rapidement, je présente un petit peu c'est quoi un trouble 10 et quel type de population on accompagne. Donc, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, nouvellement troubles développementaux de la coordination, dysgraphie, dyscalculie et dysphasie, nouvellement troubles développementaux de la parole et du langage. Donc ça, c'est les 10 dont Cindy a énormément parlé, qui ont été très bien présentés. Et je voulais compléter un petit peu, puisqu'on va parler aussi de répercussions sur le fonctionnement cognitif d'autres troubles. Et donc, du coup, je vais parler des troubles neurodéveloppementaux tels que le TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et troubles du spectre de l'autisme, ce sont des personnes aussi qu'on accompagne, des personnes que vous pouvez rencontrer et qui ont aussi des besoins spécifiques de par la répercussion de leurs troubles cognitifs. Donc ça représente globalement les troubles 10, 4 à 8% de la population. Et actuellement, pour les adultes, il y a peu de dispositifs, sachant que ce sont des troubles que vous pouvez facilement retrouver dans tous vos établissements, puisque ce n'est pas un frein à faire de grandes études, même si ces personnes-là se retrouvent en difficulté par rapport aux autres, selon leur pathologie. Donc nous, notre dispositif, il est pour les personnes concernées par un trouble 10 ou associé.
donc les troubles neurodéveloppementaux, donc TDAH, troubles du spectre de l'autisme, mais aussi les pathologies du sommeil qui causent beaucoup de troubles cognitifs. Du coup, rapidement, j'en profite en parlant de pas mal de troubles cognitifs. Donc, nous, on est 2 neuropsychologues, donc spécialisés dans le fonctionnement du cerveau. C'est pour ça aussi qu'on s'intéresse plus globalement aux troubles cognitifs et pas uniquement aux troubles 10 dans ce dispositif. Donc, ça concerne des personnes à partir de 16 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut la RQTH. C'est sous orientation de la MDPH aussi. Et nous, ça nécessite un degré d'autonomie suffisant, mais globalement, c'est ce que la population que vous rencontrez dans vos établissements de formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne des personnes qui ont un projet défini, mais avec des incertitudes sur la faisabilité. Donc, souvent, les incertitudes viennent soit de la MDPH, soit des organismes qui les accompagnent pour l'emploi, type Cap Emploi ou les missions locales. On peut aussi recevoir des personnes qui n'ont pas de projet défini. Donc là où j'y vois un intérêt pour nous de se faire connaître auprès de vous, ça peut être aussi des personnes qui sont dans vos formations, mais qui là, à l'heure actuelle, ont envie de changer de projet. Donc du coup, ça peut être une porte d'entrée pour travailler leur projet professionnel que notre dispositif Odyssée. Donc le dispositif dure 3 mois maximum. Et globalement, c'est un accompagnement personnalisé avec du coup le référent qui est moi-même le neuropsychologue et une chargée d'insertion. Donc c'est 30 heures par semaine, c'est des petites promotions, c'est des petits groupes puisqu'on fait de l'accompagnement personnalisé et il y a un logement possible si l'établissement est Soisy-sur-Seine est trop loin. Donc comment se déroule le dispositif Odyssée? Dans tous les cas, il faut un entretien de préaccueil avant la rentrée, que ce soit avant le contact avec la MDPH ou même après le contact avec la MDPH, une fois la notification obtenue. C'est important parce que ça nous permet à nous qui s'occupons du dispositif de savoir si la personne, on va pouvoir lui apporter quelque chose et elle fait partie des personnes concernées par notre dispositif. Parce que parfois, leur projet ne va pas forcément avec le dispositif et on connaît aussi nos limites et quand c'est pas très utile pour nous d'accompagner la personne puisqu'on va rien lui apporter. Donc globalement, sur ce dispositif, il y a des ateliers donc médico-psychosocial et insertion, donc MPSI, qui sont des ateliers de psychoéducation. Donc l'objectif, c'est d'en apprendre un maximum sur le fonctionnement cognitif, le fonctionnement de la santé mentale, les insertions professionnelles. On fait du travail de communication non violente qui peut aider les 10 à augmenter leur niveau de connaissances et de compétences. On fait du bilan, donc c'est une de nos forces et l'avantage qu'on a, c'est d'avoir des professionnels paramédicaux qui peuvent bilanter les 10 et donc du coup, ensuite, on peut préconiser des aménagements aux examens, connaître mieux leur profil cognitif pour adapter leur parcours professionnel, puisque un 10, c'est une difficulté spécifique dans un apprentissage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune capacité qui peut être mobilisée. Et justement, nous, c'est ce qu'on essaye, c'est de savoir dans quel milieu le trouble a le moins de répercussions, et c'est un milieu que la personne a envie, la personne est intéressée. Donc, c'est tout ce travail qu'on fait. Et donc, il y a un travail d'élaboration de projet principalement avec la chargée d'insertion, au maximum un stage, et on fait aussi du positionnement pédagogique pour un petit peu orienter au mieux vers un dispositif de formation adapté. Tout ce qu'on fait, on fait une synthèse qu'on rédige à la MDPH et ensuite on envoie nos recommandations qu'on donne donc, à la personne qu'on accueille, qu'on appelle ici stagiaire. Et donc, la personne qui est accueillie, une fois qu'elle rentre en formation, elle a aussi déjà les recommandations et elle garde une trace écrite de ce qui s'est passé pendant le dispositif Odyssée. Ça, c'est assez important parce qu'on se retrouve parfois avec des personnes qui ont des difficultés à communiquer sur leur handicap, sur leurs troubles et sur leurs répercussions de leurs troubles. Donc, du coup, c'est pour ça que cette synthèse est assez importante et après, c'est eux, s'ils estiment ou pas, qu'ils peuvent vous la transmettre, mais ça peut être quelque chose qui peut être transmis à un référent handicap pour qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qui a été fait et les recommandations concrètes qui peuvent être mises en place sur les dispositifs de formation. Donc, on oriente ensuite soit directement sur le marché du travail, puisque c'est une préorientation qui peut déboucher sur l'emploi, soit en formation, ou soit vers le soin, si actuellement on estime qu'il y a un passage vers le soin pour stabiliser les troubles, et ensuite rentrer au mieux dans une formation ou poursuivre le projet professionnel. Donc, on a aussi en fait, nous, on utilise globalement des compétences professionnelles et du matériel sur le dispositif Odyssée. C'est vrai qu'on utilise peu le numérique, il est plutôt utilisé dans les suivis,
On n'a pas forcément d'outils à proprement parler qu'on donne à toutes les personnes qu'on accueille, mais plutôt on essaye au maximum d'accompagner personnellement, de comprendre quelles sont les difficultés de la personne à travers les dys, parce qu'il y a plusieurs types de répercussions, par exemple, d'une dyslexie. Comme Cindy l'évoquait, ça ne sert pas forcément à quelque chose de donner une police spécifique à tous les dyslexiques, parce que certains dyslexiques préfèrent un type de police, et donc du coup, globalement, on est sur cette même idée de personnalisation du travail. Et les recommandations qu'on fait, par contre, on essaye de les ouvrir aux établissements de formation et qu'elles soient réalisables pour vous. Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas forcément proposer de l'accompagnement personnalisé tel qu'on peut le proposer. Par contre, il y a des conseils, des mises en place qui peuvent être utiles et applicables pour toute une classe entière sans qu'il y ait une répercussion ou une stigmatisation de la personne 10. Et donc globalement, rapidement, un petit bilan de ce qui s'est passé sur les 3 ans d'existence du dispositif. Donc les entrées sont grandissantes. On est plutôt sur des orientations de la MDPH du 91, mais il y a la MDPH du 78 aussi qui oriente des profils et justement, on est ouvert aussi à se développer des partenariats avec d'autres MDPH parce que c'est pas exclusif 91, bien au contraire, c'est un dispositif qui peut accueillir des personnes de toute la France, sachant qu'on a un logement du coup. Globalement, c'est plutôt des hommes, mais il y a aussi un pourcentage de femmes, on différencie pas ça. Justement, aussi dans le repérage des troubles 10, il y a un plus fort repérage chez les hommes et donc du coup, si vous constatez potentiellement des difficultés 10 qui pourraient être chez, un public féminin qui est moins repéré, souvent par les professionnels ou par l'environnement, il ne faut pas hésiter à nous réorienter. Justement, l'entretien de pré-accueil sert aussi comme, orienté vers une démarche diagnostique potentielle pour que la personne puisse se faire accompagner ensuite. Et sur les troubles 10, on est globalement sur du multiple. Du coup, le packaging, l'ensemble des troubles 10, on est rarement sur un trouble isolé. Donc c'est pour ça que ça nécessite aussi d'individualiser, puisque souvent, une dyslexie associée à une dyspraxie, c'est pas exactement le même accompagnement qu'une dyslexie associée à une dysphasie. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire un petit peu attention, essayer de comprendre dans la globalité le profil. Et donc là, je vous présente rapidement les chiffres des profils qu'on reçoit, bien que les pathologies psychiques sont à mettre un petit peu à l'écart, parce que aussi la MDPH aime bien qu'on confirme certains projets, mais il n'y a pas forcément des troubles 10 chez les pathologies psychiques, mais ça peut arriver aussi. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on utilise un accompagnement pluridisciplinaire avec psychologue, ergothérapeute, neuropsychologue. Et donc globalement, les poursuites de parcours, c'est en ESRP pour les études, mais aussi une partie en milieu ordinaire. Et c'est là où on a tout intérêt à collaborer ensemble pour que ça se passe au mieux ensuite pour la personne. Et on fait aussi des orientations vers le son. Donc du coup, je vais laisser Madame Hervaux continuer la présentation. Merci Jonathan. Vous aurez un temps de questions après ces présentations si vous en avez besoin. Donc, le dispositif hors les murs est un dispositif aussi proposé par le SRP Choisy. Ce dispositif s'adresse aux personnes souhaitant poursuivre leur formation, mais ne trouvant pas leur parcours en ESRP. Comme on vous disait au début, les ESRP ont un nombre limité de formations proposées, BTS bâtiment, souvent il y a aussi toutes les formations de la gestion et de l'administration. Mais nous, par exemple, à Soisy, nous sommes le seul ESRP à proposer un bac communication visuelle avec Limoges, excusez-moi. Mais du coup, pour ceux qui souhaitent poursuivre leur formation, bénéficier d'un accompagnement médico-psychosocial et insertion comme ils l'auraient sur une structure telle qu'un ESRP, mais qui ne peuvent pas poursuivre parce que l'offre de formation n'est pas existante au sein d'un ESRP, ils vont s'orienter vers le droit commun. Et donc, pour répondre à ce besoin d'accompagnement dans le droit commun, le dispositif hors les murs a été créé à cette visée. Donc, comme pour Odyssée, il faut au moins avoir 16 ans pour bénéficier de cet accompagnement. Il faut être détenteur ou détentrice d'une notification MDPH avec la RQTH. Donc, RQTH plus une orientation MDPH sur le dispositif hors les murs. Et bien sûr, il faut un degré d'autonomie suffisant pour que la personne puisse au moins se rendre dans le centre de formation en question et suivre à minima les cours. Donc, pour qui et pourquoi? L'objectif, c'est donc d'accompagner un projet de formation
en droit commun, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-psychosocial pour soutenir les apprentissages. Par exemple, ça peut être fournir le matériel adapté pour des personnes qui ont des troubles moteurs, avoir le soutien psychologique à distance ou en présentiel avec les personnes qui sont concernées par ce type de besoin, mais aussi proposer des aménagements cognitifs spécifiques, tant aux stagiaires qu'aux professionnels qui vont accompagner ces personnes. Donc, comment ça se déroule? Comme pour le dispositif Odyssée, vous avez un entretien d'accueil et de pré-accueil, une fois la notification MDPH reçue. En quoi consiste notre rôle, nous, en tant que SRP? Donc, la formation est proposée par le partenaire comme n'importe quelle autre formation accessible, par exemple, au CNAM, au Greta. Mais nous, on transmet des recommandations aux référents handicap, mais aussi à l'équipe pédagogique sur les besoins du stagiaire. Alors ça, on le fait en amont pour s'assurer aussi que ce soit faisable, parce que s'il y a des recommandations qui ne sont pas du tout applicables, eh bien, le but, ce n'est pas de mettre l'équipe pédagogique en échec, ni le stagiaire. On réalise, si ce n'est pas déjà fait à l'entrée, les bilans ergothérapeutiques, cognitifs, sociaux, psychologiques qui seraient nécessaires pour compléter le profil de la personne et surtout ses besoins. On soutient l'équipe pédagogique et professionnelle de l'organisme accompagnant. Ça se traduit comment? C'est par exemple une veille constante. Alors, on a des horaires de bureau comme tout le monde, mais on se tient disponible pour les formateurs qui auraient besoin de conseils. On assiste quand il y a besoin au bilan de parcours, ou des conseils de classe selon comment ça s'appelle, selon les structures. On peut aussi être sollicité si jamais il y a des problèmes en stage. Ce qui nous est arrivé par exemple récemment, un stagiaire ou un étudiant est en échec en stage, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Eh bien, nous, on peut se déplacer sur le lieu de stage pour faire une sorte de diagnostic de l'échec et faire des recommandations pour que la suite se passe au mieux. Donc, comme je vous disais, c'est aussi un soutien médico-psychosocial aux stagiaires en présentiel, c'est-à-dire dans les locaux du partenaire ou à distance si ce n'est pas possible autrement. Et on soutient l'élaboration du projet du stagiaire en individuel, mais aussi on peut partager les réflexions avec l'équipe du partenaire. Et à l'issue de tout ça, on contribue à rédiger la synthèse à destination de la MDPH, surtout s'il y a une poursuite d'études envisagée toujours en formation hors les murs ou au sein d'un ESRP si le parcours formatif existe. Et à l'issue de tout ça, la personne entre sur le marché du travail ou poursuit en formation. Donc, en gros, un peu comme pour le dispositif Odyssée, l'objectif, c'est de transmettre les compétences de l'ESRP, de l'équipe de l'ESRP, tant aux stagiaires en formation hors les murs, mais aussi aux référents handicap des partenaires, comme aux professionnels qui travaillent au sein de ces structures, par exemple l'équipe pédagogique, les équipes administratives. Donc voici déjà quelques partenaires avec qui nous travaillons fréquemment, c'est-à-dire chez qui nous avons des personnes en formation hors les murs qui nous sollicitent à tout niveau, c'est-à-dire dès le début, en amont de la formation, au début de la formation ou tout au long de la formation. La faculté des métiers d'Essonne, qui est un très gros collaborateur, on a une dizaine de personnes en formation là-bas. L'université Gustave Eiffel aussi, puisqu'il propose la suite de parcours. Parce que nous proposons le BTS anciennement économiste de la construction et l'université Gustave Eiffel propose une licence qui leur est accessible. On a aussi l'Institut Bonaparte en tant que la formation à l'assistance vétérinaire, le Greta de l'Essonne, l'AFPA, le CNAM de Évry, si je ne dis pas de bêtises, très récemment l'UPEC et enfin les CFA, le CFA ITIS. Voilà, donc si c'est une présentation, ce sont deux présentations qui sont succinctes. Si vous avez des questions, déjà le PowerPoint va vous être transmis si vous le souhaitez. Ensuite, si vous pensez avoir des stagiaires, enfin des accompagnés qui pourraient bénéficier du dispositif Odyssée, vous avez le contact mail. Et si vous êtes intéressé pour créer un partenariat avec le SRP de Soisy-sur-Seine pour accueillir des personnes avec des besoins spécifiques dans vos structures, vous pouvez contacter Madame Malvestio. Merci de votre attention. Et merci de... Oui. Ouais, du coup, j'ai une question directe là, puisque je vois que vous intervenez sur le CNAM, je découvre ça.
typiquement, on peut vous solliciter pour le CNAM Paris, par exemple? Oui, alors en plus, ce qui est d'autant plus simple, c'est que quand on a des partenariats déjà existants comme le Greta ou le CNAM, on a déjà des méthodes de savoir-faire parce qu'on connaît vos fonctionnements. Donc, bien sûr, si on a un partenariat avec un CNAM ou un Greta ou assimilé dans un département, on peut bien sûr créer la convention cadre avec un partenaire d'un autre département. D'accord. Toujours bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pendant que certains se manifestent, je rappelle hein, quand même aux organismes de formation qui sont présents qu'il y a un décret qui est passé en octobre 2020 qui reprécise les missions et les orientations attendues des ESRP, hein, donc des établissements et services de réadaptation professionnelle, et qui dit que les ESRP doivent désormais mettre leur expertise au service du droit commun, hein, puisque vous avez quand même une spécificité dans l'accompagnement du public handicapé. Et là, l'objectif, c'est justement, à travers ce décret, que vous puissiez mettre votre expertise au service des organismes de formation de droit commun. C'était aussi l'intérêt de cette matinée de venir vous présenter pour montrer aux organismes de formation qu'il existe sur le territoire des structures à mobiliser pour mieux accompagner, notamment là dans ce cadre-là, donc les personnes 10. Oui, et d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat, ça nous est déjà arrivé de proposer des formations spécifiques. Par exemple, avec la faculté d'Essonne, qui est, comme je vous disais, un de nos partenaires principaux, souvent l'équipe pédagogique nous sollicite, mais ils viennent aussi aux événements organisés par Soisy, de formations sur les troubles des apprentissages, des sensibilisations sur la mise en forme des documents pour qu'ils répondent à tous. Et ces formations, on peut Enfin, pour nous aussi, c'est une nouveauté, le dispositif Hors les murs, il n'a que 2 ans et demi, 3 ans. Mais en tout cas, l'offre de services dans le cadre du partenariat est toujours modulable selon les besoins du partenaire. Et s'il y a une volonté de l'équipe d'être formée à une certaine expertise, que ce soit sur les troubles des apprentissages, sur l'adaptation des supports pédagogiques, ce sont des prestations qu'on peut faire dans le cadre du partenariat, mais pas en dehors. Plus D'accord. rarement en dehors. Et j'ajoute juste, avant de donner la parole à madame Loisillon qui a une question, donc n'hésitez pas à regarder sur vos territoires, les ESRP, hein, qui existent, hein, puisque je crois qu'il doit y avoir une centaine de SRP en Île-de-France, donc que vous pouvez, mobiliser comme, experts de l'accompagnement du public handicapé et retenez également que la tête de réseau des ESRP, c'est la FAGER. Et donc, si vous allez sur le site de la FAGER, eh bien, vous pourrez identifier la localisation des CRP qui sont à proximité de chez vous et sur l'ensemble de l'Île-de-France et à l'échelle nationale d'ailleurs. Hein. Madame Loisillon, vous aviez une question. Oui, bonjour. Donc, Marie-Jeanne Loisillon, je suis référente handicap dans un établissement de formation au travail social à Paris. Et je voulais savoir pour quelle durée d'études ce dispositif d'accompagnement hors les murs est-ce qu'il peut perdurer sur plusieurs années, sur 8 ans jusqu'au doctorat, si besoin? Alors ça va être très dépendant des MDPH, parce qu'en fait, les ESRP font leur accompagnement. Si vous l'avez bien compris, nous, on est tributaire de la MDPH et on leur rend des comptes, ce qui est normal, pour qu'ils sachent quelle est l'efficacité de nos accompagnements, mais aussi pour les conseiller, parce que la MDPH sollicite beaucoup les ESRP en termes de conseils et d'orientation. Et du coup, en fait, c'est très dépendant d'une MDPH à une autre. Si une MDPH ne souhaite pas poursuivre l'accompagnement et le financement, hein, parce que c'est ça la question derrière, c'est que ce sont des formations qui sont financées pour le stagiaire. Et si la MDPH considère que la personne est suffisamment formée pour entrer sur le marché du travail, elle peut aussi refuser l'accompagnement hors les murs. Après, la MDPH du 91 notamment, puisque c'est notre principal adresseur, on a fait des sensibilisations sur le fait que le public en situation de handicap est un public souvent sous-diplômé et avec des postes relativement précaires comparés à la population générale, et qui a aussi un intérêt à soutenir la poursuite d'études en licence, en master, BTS, parce que ça permet aussi des conditions d'accès au travail qui sont plus favorables pour ces personnes déjà en situation de difficulté. Merci beaucoup. De rien.
Alors, s'il y a d'autres questions, je vous propose qu'on les prenne à la fin des interventions parce que il nous reste encore un petit quart d'heure, hein, donc on va encore on va dépasser les temps qui nous étaient impartis. Mais laissez quand même la place à Pascal Clark. Donc voilà, Je vais faire pour que court, je vais faire court. Oui, mais votre intervention est importante puisque vous allez intervenir sur les aménagements des examens pour les 10. Et donc, vous avez vous-même rencontré un certain nombre d'obstacles au CNAM pour mettre en place ces aménagements et vous avez des recommandations à nous faire. Alors, je vais rebondir sur la situation de Cindy, puisque c'est intéressant de reboucler en fin de matinée sur un cas concret, hein, puisqu'on s'est retrouvé avec Cindy face à la nécessité de produire un mémoire. Alors, je ne sais plus, Cindy, comment vous aviez posé la chose. Je vais le faire simple, hein, avec votre franc-parler. Ça devait être quelque chose comme voilà, le mémoire, il n'y a pas moyen que je le fasse, ou un truc comme ça. Donc, c'était vraiment la question de la production de l'écrit, et on a choisi ce matin de prendre cet exemple pour parler voilà, du volet adaptation des examens. Et c'est vrai que pour nous, ça a posé, alors là, je prends vraiment ma seule casquette CNAM, donc organisme de formation, et là, c'est aussi pour rassurer tout le monde, qui a beau être équipé d'une cellule handi-CNAM, d'intervenants très experts sur le sujet du handicap, n'est-ce pas, Cindy? Voilà, on n'est pas toujours très bon face aux situations. Je reviendrai sur les recommandations qui vont avec. Donc, on se fait piéger, et c'est vrai que là, on s'est retrouvé, alors qu'on avait l'information au départ, hein, d'une situation de handicap. C'est Cindy surtout qui a évoqué les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, mais tout d'un coup, voilà, je ne vais pas revenir sur les aménagements en cours de route, sur les différentes unités d'enseignement, mais simplement focaliser sur la partie examen. Donc, ça a été la question de savoir, bon, si on ne passe pas par l'écrit, en gros, on fait quoi? Avec une obligation, c'est qu'à un moment donné, tout aménagement, enfin voilà, on peut, ou dispense, réglementairement, elle ne doit pas remettre en cause la validité du diplôme. Donc, c'était vraiment une question qui était de dire, ce qui valide finalement le diplôme, c'est la production du mémoire et c'est la soutenance, qui arrive bientôt, n'est-ce pas, Cindy? Et c'est non, détendez-vous. Et la soutenance, donc, qui font, voilà, qui est l'exercice de validation. Donc ça, c'est important d'arriver à se reposer la question, ce qu'on a fait au niveau de l'équipe pédagogique du CNAM, de se dire, mais finalement, si on part sur ce qui était la proposition de Cindy, sur un format plus numérique sur la production, est-ce que voilà, est-ce que ça va être équitable du point de vue du travail demandé aux autres auditeurs, et est-ce que ça va être valable du point de vue de l'obtention du diplôme? C'est pas une question évidente, parce qu'on ne fait pas... Enfin, voilà, c'est pas juste de se dire bah oui, ça le fait. On passe sur un nouveau mode, et puis voilà, il faut arriver à se reposer la question de, finalement, sur un exercice, un examen quel qu'il soit, qu'est-ce qu'on veut véritablement valider, qu'est-ce qui fait foi finalement dans le cursus. Et parfois, on se rend compte qu'on n'a pas pensé les choses avant. Alors, il se trouve que là, pour le cas de Cindy, on avait déjà avec le jury beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on attendait sur cette production à la fois écrite et orale, pour finalement être dans le plus objectif possible. Voilà, quand on note, quand on délivre un diplôme, c'est évidemment la question de est-ce qu'on va être subjectif, objectif, voilà. Donc on avait déjà quelques critères, et finalement on est parti de ces critères pour faire deux choses.
valider le principe de l'adaptation sur la production du mémoire, mais aussi pour permettre à Cindy d'être accompagnée dans la production du mémoire. C'est-à-dire, bon, on a un peu patouillé pour trouver la bonne personne, et dans les temps, désolé Cindy, j'en profite, pour avoir quelqu'un qui soit en mesure d'accompagner Cindy avec les consignes qui allaient bien, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste quelqu'un qui a l'habitude, qui a d'accompagner des personnes en situation de handicap, mais qui comprennent le sujet et qui comprennent nos attentes. Puisque c'est vraiment, pour le coup, j'insiste bien là-dessus, une personne handicapée, son handicap lui appartient. Par contre, la situation de handicap, elle appartient à toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à considérer que c'est ce que propose l'organisme de formation, l'école, l'université, etc., qui crée la situation et qu'à un moment donné, on est autant responsable, nous, organismes, de la situation que la personne elle-même. Donc, on a discuté avec Cindy, discuté avec l'accompagnant et mis en place des mesures. Alors, le processus est encore en cours, donc je ne tirerai pas de bilan, voilà, mais juste un petit commentaire quand même qui est pas inintéressant, c'est que là, on parle finalement de solutions numériques, donc avec un mémoire qui va être tout à fait particulier, puisqu'il y aura de la vidéo, il y aura des choses, des connexions, des liens, des choses virtuelles. Mais ça veut dire que nous, on se retrouve jury avec des besoins de compensation à la fin, qui sont finalement comment on reçoit cet objet qui n'est pas un objet habituel. Quand on a nos 30 ou 50 pages écrites avec des annexes, etc., on sait bien se débrouiller avec ça. Avec l'objet qu'a produit Cindy, ça va être un peu autre chose. Et donc, c'est important de garder à l'esprit aussi que tout ce qui est aménagement et compensation, finalement, il faut regarder ça sur l'ensemble du cursus jusqu'à la fin, jusqu'à l'usage qui va en être fait, et que parfois, les solutions qu'on trouve, elles vont résoudre le problème de la personne et pas forcément résoudre la situation dans son ensemble, et donc bien veiller à, ça a été dit déjà précédemment, à impliquer toutes les parties prenantes, que ce soit l'équipe pédagogique, le jury, voilà. Donc se pencher sur le problème, je reviens aussi sur le côté expertise. Donc voilà, les interlocuteurs de l'EPNAC le disaient très bien. C'est un accompagnement de part et d'autre, et qu'il faut arriver à intégrer. Il ne s'agit pas de déléguer à un expert le travail de compensation et d'adaptation. Il faut s'approprier les solutions. C'est d'ailleurs un des conseils que je donnerais après la notion d'anticipation, c'est de vraiment se dire que la partie accompagnement ne relève pas d'une personne. Alors souvent, on se dit, tiens, le référent handicap dans l'organisme de formation, il va faire le job. Non, il ne fait pas le job, il facilite un certain nombre de choses, mais il y a tous les enseignants, toute l'équipe pédagogique qui peut être concernée à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut diluer l'information, mais par contre, la situation, je reviens vraiment sur la question de la situation, elle va se retrouver dans différents cadres, différents contextes, et que ce n'est pas idiot que plusieurs personnes se penchent sur les problèmes. Après, il faut de la coordination sur la mise en œuvre des solutions, mais par contre, penser le problème, c'est toujours intéressant de le partager, parce que, alors moi, j'en ai fait les frais en tant qu'enseignant avec Cindy, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que sur les problèmes de compréhension des apprentissages, sur certains cours, je représentais 90% du problème dans ma manière d'enseigner. Et donc ça, c'est important. Alors, par chance, avec Cindy, comme Cindy
exprime assez vite quand elle ne comprend pas, voilà, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes dans sa situation. Ça facilite les choses, mais effectivement, le risque, c'est qu'on ait des personnes qui ne disent rien et qui, par contre, ont des difficultés. Bon, vous connaissez bien le sujet dans l'enseignement. Voilà, c'est pas propre aux situations de handicap, mais en particulier sur les situations de handicap. Cindy citait voilà, la logique de phrases courtes, de découpage de l'information pour mieux l'appréhender. Voilà, avec moi, par exemple, je fais des phrases à rallonge, je boucle, j'ouvre des parenthèses que je ne referme pas. Et ça peut être compliqué. Donc, c'est aussi un apprentissage dans la manière d'enseigner et que ça peut être un très bon feedback, justement, que de se préoccuper de ce que veut dire être en situation de handicap du point de vue d'un trouble cognitif. Et voilà, on a ça jusqu'au bout. Voilà. Sur les conseils, oui, on a toujours ce problème de est-ce qu'il faut, enfin, on en parle comment, c'est l'éternelle question, faut-il parler du handicap voilà, en situation professionnelle ou en situation de formation? Alors, nous, on est plutôt partisans, là c'est mon autre casquette practice, on est plutôt partisans de promouvoir un dialogue sur la situation de handicap qui respecte voilà, le secret médical, qui respecte le souhait de la personne, etc. Mais à partir du moment où l'objectif est commun, c'est-à-dire adapter les situations, il faut arriver à en parler. Et évidemment, la personne concernée, c'est celle qui en parle le mieux. Donc, alors, elle ne maîtrise pas toujours l'intégralité de sa situation de handicap. Et je reviens sur le terme de situation. Surtout, elle ne maîtrise pas la situation. C'est-à-dire que quand elle arrive sur un cycle d'apprentissage, elle n'a pas la vue sur tous les problèmes qu'elle peut rencontrer. Donc, ça veut dire qu'on n'en parle pas une fois pour toutes à l'entrée, ce qui est souvent un peu le mythe de dire si on a bien tout préparé, tout va bien se passer du début à la fin. Ben non, c'est des adaptations permanentes. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ajustements, ce n'est pas des adaptations permanentes, mais il va falloir ajuster. Chacun, aussi bien l'équipe pédagogique que la personne, va découvrir les situations aussi chemin faisant, et qu'il faut garder cette place au dialogue tout du long. Donc anticiper, c'est pas, et ça Cindy l'a très bien dit, c'est pas dire tiens, si on a des disques, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, qu'est-ce qu'il nous faut comme logiciel, qu'est-ce qu'il nous faut pour voilà, tout penser en se disant n'importe quel disque va rentrer dans les cases qu'on aura prévues. Ça, c'est peine perdue. Par contre, c'est anticiper sur avec qui on va travailler, c'est-à-dire les appuis mobilisables. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit au top sur ces questions-là. Alors j'en profite pour citer, voilà, comme la GFIP est là ce matin, s'il n'y a pas quelqu'un qui le dit, il y aura des reproches. Il y a la ressource handicap formation que finance la GFIP. Nous, par exemple, moi j'interviens dans d'autres régions, en général au titre de practice, et comme par hasard, je n'ai pas pensé à la ressource handicap formation qui m'aurait peut-être orienté sur les PNAC, etc., ou d'autres ressources, s'agissant de l'Île-de-France. Voilà. Donc, on a essayé de gérer le problème et les solutions de notre côté. On aurait pu sans doute faire autrement. Donc, avoir un bon outillage sur les relais qu'on peut mobiliser, c'est une chose. Et je pense que ce n'est pas inutile d'essayer de se projeter dans les cursus, dans les matières enseignées, dans les modalités pédagogiques pour se dire, tiens, ça, on peut le faire par anticipation. Qu'est-ce que, du point de vue des 10, peut être une situation handicapante et d'anticiper des modes alternatifs, des choses alternatives, sans rentrer trop dans la technicité ou
l'organisation, mais ne pas se retrouver totalement démuni quand on doit faire face à des situations. Et ça, on peut y travailler, je pense, en amont. Voilà, en tout cas pour le CNAM, on essaie de le faire, de capitaliser sur toutes les situations qu'on rencontre. On a un certificat consultant en insertion dans le domaine du handicap et une licence chef de projet handicap et emploi. Et on a entre 30 et 40% d'auditeurs en situation de handicap chaque année. Et donc, il y a des situations sur lesquelles on a capitalisé, d'autres où on peut largement mieux faire, ce qu'on va s'attacher à faire d'ailleurs ces prochains mois, avec l'ouverture je le glisse, de la chaire handicap qui vient compléter, handicap et citoyenneté, qui vient compléter la chaire accessibilité. Mais vous voyez, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, puisqu'on arrive à être défaillant malgré tout cet arsenal et ces compétences. Voilà, 29, j'ai fait court. Voilà, alors vous avez une question pour vous spécifiquement pour le CNAM, de Madame Gauthier-Bury, qui vous demande comment peut être aménagé l'examen du TOEIC obligatoire pour l'obtention d'un diplôme d'ingénieur du CNAM, et elle précise que l'apprentissage de l'anglais étant particulièrement périlleux pour un 10. C'est un vrai problème. Je vais laisser mes compères de ce matin répondre. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique d'ailleurs, mais effectivement, c'est typiquement voilà, l'apprentissage des langues, ça fait partie des contraintes. Peut-être Jonathan a des ouvertures là-dessus ou Après, d'un point de vue cognitif, c'est sûr que si on retrouve des difficultés sur l'apprentissage du français, on retrouvera ces mêmes difficultés sur l'apprentissage des langues étrangères. Donc après, c'est d'essayer de transposer ces mêmes aménagements, tout en sachant que l'apprentissage d'une nouvelle langue mobilise et demande encore plus que l'apprentissage de sa propre langue maternelle. Donc, ça peut être passé sur différents supports, mais c'est sûr qu'on peut être confronté à des réelles difficultés. Après, ce qui peut sauver la personne, ça peut être les immersions totales, mais ce qui, là, est difficile dans un cadre scolaire. Pour compléter, la question des langues, enfin, Cindy en parlait très bien, c'est que finalement, la langue et la grammaire, enfin voilà, n'est que, enfin évidemment je vais simplifier à outrance, mais n'est que la traduction d'un processus cognitif aussi à un moment donné, et que paradoxalement sur l'anglais, parfois c'est plus facile que sur le français, parce que la langue est plus facile et que la grammaire n'est pas la même. Voilà, et que les modalités d'apprentissage, en fait, elles vont s'adapter aussi, aussi aux personnes, et qu'on va chercher des modalités pédagogiques différentes. Je prends un exemple tout bête que les parents connaissent peut-être, qui est Multimalin, par exemple, pour l'apprentissage des conjugaisons. Voilà, ça marche aussi sur les mathématiques, etc., et beaucoup de la visualisation, beaucoup l'historisation des apprentissages. Voilà, ça passe pas par la mémorisation, ça passe simple, voilà, qui sont des techniques utilisées par les gens qui font des concours de mémoire, etc. Ça peut être très utile dans des apprentissages, mais ça marche pas avec tout le monde. Tous les enfants fonctionnent pas avec la petite histoire qui va permettre de mémoriser comment on conjugue, etc. Donc, il n'y a pas une réponse toute faite, mais c'est sûr que quelqu'un Anne, pour répondre un peu à la question, quand on est sur des cycles d'enseignement où on sait qu'on va être confronté à des difficultés sur lesquelles la dispense n'est pas envisageable, ou voilà, ça veut dire qu'il faut, là pour le coup, il faut anticiper et mettre des choses en place en parallèle ou avant. Il faut penser évidemment le cycle sur un temps plus long. Je rappelle quand même que la loi permet
permet aussi d'aménager les durées de formation. Alors, c'est vrai que dans la pratique, on a fait, si je prends par exemple sur l'apprentissage, on sait faire redoubler les gens, on ne sait pas forcément réaménager un cycle d'apprentissage sur 3 ans ou 4 ans. Et donc, on sait que ce n'est pas le tout de dire on peut aménager le temps. Il faut que toute l'organisation le permette. Voilà, gérer la fatigabilité avec du temps partiel, c'est facile de le dire comme ça, mais comment on l'organise concrètement et c'est là que des structures comme l'EPNAC, par exemple, peuvent apporter vraiment des appuis de fond sur... J'en profite pour glisser également qu'il y a une autre structure qui peut être mobilisée, et ça, c'est Madame Menem qui le met dans le chat, qui est donc alors j'ai perdu le chat. Comment ça s'appelle? Peut-être que Madame Menem, vous pouvez intervenir. Voilà, Oui, qu'il y a la mission alors, handicap. Voilà, oui, allez-y. tout à fait, merci. Oui, c'est la mission handicap de l'éditeur du TOEIC, en fait, ETS Global. Donc, il y a un formulaire de demande d'aménagement avec des aménagements, un certain nombre d'aménagements réglementaires qui peuvent être proposés en fonction des besoins et de la situation de handicap des apprenants. Le formulaire est assez simple et en général, ils répondent quelques jours. C'est très rapide. Et donc, vous avez mis le formulaire en ligne dans le chat. Le lien vers le site internet où vous trouvez le formulaire. Très bien, merci beaucoup. On arrive malheureusement au terme, on a même dépassé déjà le temps qui nous était imparti. Donc, s'il reste des questions en suspens, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra très volontiers, mais on va devoir s'arrêter. Donc, moi, je voulais remercier donc, tous nos intervenants de ce matin et j'espère que les organismes de formation présents ce matin donc, ont bien identifié les différents types de structures qu'ils peuvent mobiliser parce qu'il existe des solutions sur le territoire et on n'a pas forcément la connaissance de ces différentes structures qui existent et il en existe. Donc là, on vous en a montré plusieurs, donc avec donc l'intervention de Cindy Lermite, qui peut être donc on peut mobiliser son offre de service, notamment pour pour comment on accède au numérique pour faciliter les apprentissages des 10, que l'on soit bénéficiaire ou que l'on soit professionnel, organisme de formation. On a vu l'EPNAC, 2 dispositifs qui peuvent être aussi donc mobilisés par le droit commun, par les organismes de formation. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir et aller regarder l'ensemble des ESRP qui existent sur vos territoires pour engager la dynamique et mieux travailler avec ces spécialistes de l'accompagnement des publics en situation de handicap. Et puis enfin, on a eu la chance d'avoir un exemple du CNAM sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, ou en tout cas sur ce qu'il est recommandé de faire dans le cadre des aménagements d'examen qui nécessitent effectivement d'être anticipés et accompagnés. Vous avez mis en évidence d'ailleurs, et j'en terminerai là, que finalement, ces différentes interventions montrent que l'accompagnement des personnes 10 en formation et en apprentissage nécessite différents types d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut s'appuyer sur le numérique, qui est une solution pour faciliter les apprentissages des 10, mais qu'il y a aussi des accompagnements individualisés à mettre en place, comme nous l'ont montré les PNAC. Et donc, que finalement, toute la chaîne aussi à l'intérieur de l'organisme de formation, comme l'a présenté le CNAM, doit être mobilisée au service des aménagements et donc des apprentissages des personnes en situation, qui rencontrent des troubles 10. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci à tous de votre participation et nous vous enverrons donc la vidéo, le replay de cette matinée, le support et l'ensemble des contacts de manière à ce que vous puissiez donc établir des premiers liens avec ces structures pour vous accompagner. Voilà. Merci de votre attention et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances.